une journée organisée par l'Union régionale des centres sociaux en collaboration avec Cibanjou et les 3 fédés. Je remercie déjà tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce matin, de cet après-midi, de la technique. Si vous avez vu qu'on était un peu en retard là, sur la vidéo, mais ça va marcher. Et puis le son aussi, bon enfin voilà, des petits soucis techniques. Et puis le maquillage, rien quoi. Ah, non, là on est, vous allez passer nature. Ah bon, ça marche. Donc, non, on n'a pas fait maquillage. Vous donnez un peu la teneur de la journée. Alors cette journée, elle est organisée au niveau régional, parce qu'on a une réflexion sur la place de la médiation numérique dans les centres sociaux, et puis la structuration de ce que peut être l'accompagnement des centres sociaux des habitants par rapport à cette transition numérique. Donc on voulait faire un premier temps, donc accompagné par des experts, donc Monsieur Plantard, mais je vous le présenterai aussi tout à l'heure, puis Monsieur Costi qui est là aussi. On aura une petite intervention d'Emmanuel Vandamme de la Mednum. Voilà, donc ce matin ça va être plutôt table ronde, débat, apport. Et puis cet après-midi, on a prévu de faire des ateliers, de vous montrer un peu ce qui se passe dans les centres sociaux. Donc vous allez avoir différents ateliers proposés. On va essayer de faire des ateliers où vous aurez un temps pour pouvoir changer d'atelier, essayer de un peu tout voir. Alors après, vous n'êtes pas obligé, c'est un peu comme dans le World Café, vous pouvez faire l'abeille si vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de quitter un atelier si vous voulez revoir les séquences. Voilà, mais le but du jeu, c'est un peu de tourner et puis que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui se passe. Et puis ne partez pas en fin de journée, parce que un des objectifs, c'est aussi d'imaginer ce que peut être les pistes de travail de notre réseau par rapport à la médiation numérique et puis à la transition numérique. Et on réinterrogera Monsieur Plantard et Monsieur Costi sur les possibles de demain. Voilà. Là déjà, j'ai annoncé le deal. Alors, on va peut-être commencer par vous connaître vous. Que je vais vous poser des questions, puis vous allez lever la main pour me dire, premièrement, qui est du 49? Ah, vous êtes nombreux. Hein. Du 44? Ouais. Du 85? Alors, on est moins nombreux, hein, mais en même temps, c'est normal. En même temps, c'est normal. Alors, ça me fait penser 85, je ne me suis pas présenté, donc je suis Frédéric Moreau, délégué de la Fédération des centres sociaux de Vendée. Je vais être votre animateur sur la journée. Annie. Mayenne. Tatin. Sarthe. Non. Alors, on va continuer. Qui est bénévole? Ok. Qui est alors professionnel? Ok, on a un équilibre là. Autre question, qui est déjà animateur numérique ou médiateur numérique? Qu'est-ce que vous faites? Donnez-nous votre intitulé. Ok, alors j'ai pas bien vu, donc animateur ou médiateur, qui est là? Ok, très bien. Bon, ben voilà, on a plusieurs profils qui vont pouvoir débattre un peu de la place de chacun, c'est intéressant. Alors sans tarder, on va attaquer. Monsieur Plantard, ça. Je vais prendre un micro si tu veux. Oui, pas de problème. Il est allumé logiquement. Okay. Donc, peut-être qu'on va commencer par les présentations, dire un peu le parcours, parce que nous on vous a choisi, on sait pourquoi, mais pas les gens qui sont là. Et donc un peu le parcours, le sujet d'étude. Et puis après, on attaquera sur du contenu. Donc, je les impressionne d'abord et puis après, on essaye de... Voilà. Donc, je suis professeur des universités. Je sais, ça fait mal, surtout un samedi matin. Je suis aussi vice-président numérique de mon université. Mon université, c'est Rennes 2. Et je suis co-directeur du plus gros réseau de recherche européen sur les usages qui s'appelle Marsouin et qui est situé en Bretagne. Ce depuis que les Anglais ont décidé de partir de l'Europe, puisque avant c'était l'Oxford Internet Institute, et on va pas tarder à récupérer quelques excellents chercheurs anglais en Bretagne. Comment dire, ça c'est pour vous impressionner, mais sinon je suis éduc en fait de formation initiale, voilà.
J'ai eu une chance assez incroyable, c'était de finir ma formation d'éduc en allant faire un petit stage dans une boîte assez sympa qui s'appelle le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, ce qui a un peu changé ma vie. Et avant de parler des sujets d'études, je dois dire pourquoi je suis super content d'être ici, même si hier j'étais à Narbonne avec les gens qui travaillent avec les gitans, que je me suis levé à 5h30 du mat, bref, vous voyez, une vie terrible. Mais je suis super content d'être ici parce que la dernière fois que je suis venu, c'était pour une visite de stage. Et la visite de stage en question, elle était pour un étudiant dont je me rappelle bien le parcours, qui s'appelait Vincent, hein, et qui est depuis devenu, voilà, et qui a participé au montage du premier, il y a une dizaine d'années, hein, c'est ça, Yann, à peu près 8-10 ans, voilà. Il y a 8-10 ans, ce territoire-là a accouché probablement le premier Fab Lab en milieu, on va dire, semi-rural, et qui sortait un peu de la logique des Fab Labs ultra-urbains installés dans les écoles d'ingénieurs. Et j'étais très content de revenir vous causer. Voilà, c'est ça. Ceci dit, je suis intervenu plusieurs fois en Pays de la Loire l'année dernière. Donc, quels sont mes sujets de recherche et les sujets de recherche de mon équipe? En fait, je suis spécialiste de 2 champs. Le premier champ, c'est l'e-éducation. Donc je mène aussi avec mes équipes des travaux au sein de l'éducation nationale, de la maternelle à l'université. Et puis comme je suis un indécrottable éduc, je pense que travailler sur l'éducation nationale sans travailler sur l'éducation populaire, l'éducation familiale, le travail social, les publics en difficulté, je suis aussi spécialiste, et je dis aussi parce que les deux se causent, de ce qu'on appelle l'e-inclusion. Je pense que j'aurai l'occasion de vous définir. En gros, l'e-éducation, c'est les usages des technologies dans l'éducation formelle et informelle. L'e-inclusion, c'est l'usage des technologies dans la réduction des inégalités au sens le plus large du terme. Il faut que vous sachiez, puisque je l'ai dit à certains d'entre vous, que le GIS Marsouin, donc mon réseau de recherche, est en train d'essayer de nouer des relations avec les laboratoires des universités ligériennes, Nantes, Angers en particulier, Le Mans aussi, sur d'autres sujets. Et donc peut-être que si à la fin de cette journée vous considérez que c'est pas inintéressant d'avoir des dialogues avec des chercheurs. Alors moi je suis plutôt le genre senior à cause de la barbe, mais ce que l'on fait d'habitude, c'est que on envoie ou on travaille avec des stagiaires, avec des doctorants qui vont sur le site. Et je vais conclure sur la présentation parce qu'il y a une chose qui est absolument essentielle. C'est de considérer que sa propre expérience avec le numérique ne décrit pas la totalité des expériences avec le numérique. Ce sont des mondes imaginaires en permanence. Nous on dit techno-imaginaires, qui dépendent beaucoup des représentations que chacun a de ses environnements techniques, du parcours que chacun a avec ses environnements techniques, et que la pire des choses, c'est d'être absolument persuadé qu'il faut imposer sa propre vision et sa propre expérience aux autres, ce qui dans nos domaines, là, éducation populaire, intervention sociale, ce qui dans nos domaines s'avère excessivement dangereux. Et c'est un peu là-dessus que je vais probablement vous répondre. Juste pour vous dire qu'on a choisi le format table ronde parce que ça va être fluide, ça va faire des échanges, mais que j'ai dans ma petite mallette un ordinateur avec plein de références. Je ne veux pas vous saouler ce matin avec des références, des schémas, etc. Je le ferai probablement en fin d'après-midi. C'est plus sympa de vous saouler en fin d'après-midi, juste avant l'apéro. Parce que je pense quand même qu'après ces journées-là, il faut partir avec un support. Et donc, peut-être que je vous reprocherai des choses que je dis ce matin par rapport aux perspectives vis-à-vis des centres sociaux. Voilà. Ça sera peut-être aussi possible de l'avoir pour le mettre à disposition des personnes. Je lâche tout en Creative Commons, donc ça pose très bien. Déjà. Alors, on l'a un peu abordé déjà, mais il y a un panel de conception, fracture numérique, e-exclusion, e-inclusion, e-éducation. Est-ce qu'on peut faire un peu déjà un tour de ça et de se dire les différences,
On est bien sur l'enjeu de la transition, donc est-ce que fracture numérique, toujours vrai, pas vrai, voilà. Et pourquoi on bascule d'un monde à l'autre? Ouais. Alors avant de dire vrai, pas vrai, il faut poser un certain nombre de repères. J'ai fait 2h15 de route pour venir ici en écoutant France Inter et j'ai bouffé, mais littéralement, de la fracture sociale, territoriale, géographique, la France d'en haut, la France d'en bas, à plus savoir qu'en faire. Il s'avère, je vous l'ai dit, que je suis éduc de formation initiale. Il s'avère que j'ai une légère culture sur les sciences humaines qui s'adressent aux inégalités, aux exclusions, etc. Et que jusqu'au milieu des années 90, personne ne parlait de fracture sociale. Donc ça doit quand même nous interroger, cette histoire de fracture. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est dans des situations où l'explosion du corps social peut être ramenée à l'explosion d'un os, et certains dispositifs ou certains médecins un peu nouveaux ou exceptionnels pourraient soigner cette fracture. Il suffit de reprendre l'histoire récente des technologies, particulièrement de l'Internet, pour se rendre compte qu'en fait, on est dans un espace imaginaire. Je reviendrai sur les inégalités après. Je vais vous parler de où en sont les différents publics après. Mais avant, il faut qu'on grimpe un peu pour se rendre compte qu'en fait, la question de la fracture numérique a été évoquée par Bill Clinton dans un discours de 1996, on est au milieu des années 90, qui dit à Knoxville, je vous ai pas dit, je fais plutôt de l'anthropologie aujourd'hui, donc j'essaye d'avoir de la profondeur historique et essayer de regarder ces technologies avec un regard un peu plus transversal. Et donc, on a accès aux sources. C'est pas la même chose que d'aller essayer de trouver l'histoire de la roue. L'histoire de l'informatique, elle est relativement documentée, y compris en ligne. Et donc, on a accès à ce discours. Ce discours de 96 dit il ne faut pas laisser une partie de la population américaine de l'autre côté de la digital divide, donc fracture numérique en anglais. On fait un petit rétro-pédalage. En 1996, moins de 3% de la population américaine était équipée, connectée et naviguait sur Internet. Ça veut dire qu'un président américain dit « il ne faut pas laisser 97% de ma population de l'autre côté de la fracture ». Ce qui doit quand même un petit peu nous étonner, puisque, pour refaire un peu d'histoire, 1990-92, Tim Berners-Lee, Jacques Caillot et leurs équipes au CERN, vous connaissez tous ça, je pense, inventent le web, puis libéralisent le web. Je vous rappelle que cette libéralisation vient d'un grand service public européen avec des crédits de recherche européens, voilà, que l'utopie qu'il y a derrière, c'est le partage des connaissances, c'est le village planétaire, etc. Et que, à peine 4 ans après, Bill Clinton nous dit il faut absolument que finalement l'Internet se déploie sur toute la planète. Il y a derrière ça une vision finalement stratégique et économique qui va produire les GAFA, je reviendrai, enfin Google, Apple, Facebook, etc., que vous connaissez, qui s'enracinent là. Donc l'image de la fracture numérique, je reprends le concept à un collègue qui travaille sur l'accessibilité qui s'appelle Serge Ebersold. On grimpe avec cette fracture numérique dans un processus d'essentialisation. Qu'est-ce que c'est que l'essentialisation de la fracture numérique ? À chaque fois qu'il y a des enjeux politiques ou économiques, la notion de fracture numérique va revenir. Pourquoi ? Parce que elle sert finalement des intérêts politiques et économiques qui sont directs. Qui dit fracture dit soin de la fracture. Qui dit, alors on peut parler du fossé, bah oui, mais le fossé ça se comble, on fait des ponts par-dessus. Il y a la breccia en italien, une brèche numérique, ça se comble, etc. On est dans une vision où finalement, pour faire simple, les forces numériques seraient capables de réduire cette fracture. L'essentialisation de la fracture numérique, c'est tout simplement le fait de ne pas regarder en face l'idée que ces technologies
ne sont pas totalitaires, ne sont pas totalitaires, dans leur fondement ne sont pas totalitaires, et ne peuvent atteindre toute la population. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui à 85% d'équipés connectés, sauf que ça fait 3 ans qu'on est à 85% d'équipés connectés, et que depuis 6 ans, nous gagnons des demi-points d'équipement et de connexion à l'Internet fixe, ce qui veut dire que l'Internet est devenu banal, moi j'appelle ça la phase de banalisation, que le pays du monde où l'Internet est le plus répandu, c'est la Corée du Sud, ils sont à 90%, ce qui veut donc dire que, quelles que soient les politiques industrielles et publiques, il y aura toujours entre 10 et 15% des personnes qui en seront exclues. Pour bien que vous compreniez ce processus d'essentialisation, je suis intervenu au Téléphone Sonne en juillet, donc ça sera disponible aussi, vous pouvez réécouter l'enquête. Et à la fin, le dernier coup de fil, c'était le président d'une des associations d'aveugles et malvoyants qui demandait à la dame qui était assise à côté de moi, qui était la directrice de la communication de Pôle emploi, pourquoi les sites de Pôle emploi étaient inaccessibles aux aveugles et malvoyants. Elle a commencé à bredouiller et elle lui a répondu « mais on a toutes les normes et on a tous les certificats et on a la démarche qualité et on est ISO, machin ». Le processus d'essentialisation, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous dire, il y a une norme là pour les inégalités numériques, là pour l'accessibilité aux technologies numériques, que cette norme se mécanise en fait, mais qu'elle n'a absolument rien à voir avec la réalité des usagers et des usages. Donc c'est toujours important de se rendre compte que quand on manipule cette notion de fracture numérique, on est probablement plus dans l'imaginaire et le politique que dans le concret du rapport aux différents publics qui vont nous intéresser. Un dernier mot sur ce sujet. On a écrit avec des collègues, on a écrit le premier bouquin francophone sur la fracture numérique qui s'appelle « Pour en finir avec la fracture numérique » qui date de 2011. Et en 2011, on proposait un certain nombre de réflexions, en particulier de se débarrasser de ça. Il s'avère que depuis 2011 jusqu'à 2017, plein de travaux de recherche et une partie du discours public étaient sur les exclusions numériques, sur les inégalités numériques, sur les territoires et les zones blanches. Notre secrétaire d'État au numérique, Jim Majoubi, est dans la course à la mairie de Paris et depuis septembre dernier, il fait une tournée française sur la question de la fracture numérique. Il reparle de la fracture numérique. On en a partout. Je vous rappelle que Jacques Chirac, à l'époque, avait fait sa campagne, vous vous rappelez le manger les pommes, sur la fracture sociale. Et vous voyez que cette interaction, finalement, entre fracture sociale et fracture numérique, c'est une question de marketing politique. Cette question de marketing politique nous crée, finalement, en confusion. C'est comme si, mais vous le savez, enfin, je m'adresse à des gens qui savent parfaitement que si on parlait de fracture culturelle ou si on parle de fracture sociale, on est en train de travailler sur des processus qui visent à l'autonomisation, à l'émancipation des personnes, mais que la norme à 100%, ça marche jamais. Hein, et on est toujours dans quelque chose qui a besoin d'être travaillé de manière beaucoup plus subtile. Donc voilà, ça c'est pour la fracture numérique. Ça m'empêche pas, et je fais passer le message régulièrement, Yvan m'avait sollicité là pour le réseau Cibanjou, que vous sachiez ça. Ça ne vous empêche pas de répondre à des sujets avec fracture numérique entre guillemets, puisque le marketing associatif a besoin aussi d'un peu de sous. Et voilà, mais soyez surtout conscients que finalement, il y a deux grands imaginaires, le rang au sens du leur dans les cultures numériques. Le premier, c'est le jeunisme, c'est la génération Y. C'est, moi j'appelle ça le complexe d'Obélix. Il y avait un interview dans Le Monde le week-end dernier. Le complexe d'Obélix, c'est quoi ? C'est l'idée que sous prétexte qu'ils seraient tombés dedans quand ils étaient petits, ils n'auraient pas besoin d'éducation.
tous nos travaux démontrent que sur la même tranche d'âge, il y a des variations d'usage qui sont aussi importantes que sur la ligne générationnelle. Et que ça, c'est du montage marketing. C'est un journaliste d'ailleurs, un journaliste américain qu'on a fait carrière. Les digital natives versus les digital migrantes, en gros les vieux et les jeunes, ça n'existe pas. Il faut aussi vous déprendre de ça parce qu'on finit par se dire en observant les jeunes, si, ils y vont. Mais regardez ce qu'ils font. Regardez vraiment ce qu'ils font. C'est pas le cas. Enfin, je pourrais vous illustrer ça, mais c'est pas le lieu aujourd'hui. Voilà. Et la deuxième, c'est la fracture numérique, la digital divide, c'est-à-dire cette idée que les technologies ne s'approprient pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a toute une théorisation sur comment finalement tout processus d'appropriation est essentiellement un processus de déplacement. J'appelle ça le braconnage. Un processus de déplacement et de création, c'est-à-dire que pour vraiment s'approprier un objet ou une technologie, on a besoin de se l'approprier au plus profond de nous-mêmes. Toute cette logique de fracture numérique, de génération Y, c'est une logique de diffusion, comme si les ingénieurs et les industriels nous imposaient complètement ces normes. On le voit avec les gilets jaunes aujourd'hui, ça a des limites. Ils sont très forts, on parlera des GAFA probablement à un moment donné. Ils sont très très forts pour manipuler tout ça, mais on a une capacité de résistance collective qui est très très importante, en particulier quand on commence à remettre en cause ces notions-là. Donc méfiez-vous vraiment de la notion de fracture numérique, c'est pas opératoire. Et si c'est utilisé pour du marketing politique, voire du marketing d'une autre nature, les GAFA et Google en particulier. Bien, alors on a un peu cerné maintenant la chose. Ça pose quand même une question sur finalement, vous l'avez un peu abordé, mais peut-être de l'approfondir. C'est quoi le problème ? Alors, le problème, c'est que comme cet imaginaire le rend, comme cette notion de fracture numérique nous aveugle, on va avoir tendance à raconter n'importe quoi sur le sujet. Alors j'ai une planche que je vous montrerai peut-être. Entre 5 et 15 millions de personnes. Alors le pire, c'est que l'Agence du numérique se sert de nos travaux aussi en faisant des règles de... Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le ministre a tendance à parler des 15 millions de Français qui n'utiliseraient pas les technologies comme il faut. Emmaüs Connect, dont je risque d'égratigner plusieurs fois au cours de cette matinée la réputation, parle de 5 millions d'exclus. Bon. Alors nous, on a des travaux sur les questions d'inégalité numérique. On a fait une grosse enquête dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Capacity, dont l'objet c'était de regarder comment le pouvoir d'agir est ventilé dans la population française. Est-ce que tout le monde peut être un start-upper dans la Startup Nation? C'est pas tout à fait aussi évident que ça. Et en fait, on a des travaux qui décrivent bien que quand on parle de fracture numérique ou quand on parle des exclus du numérique, il y en a plusieurs catégories. Et ces catégories ont besoin d'être traitées par on va dire, plusieurs corps professionnels dans plusieurs stratégies. Donc moi je les range en 3 catégories. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce sujet de la fracture numérique, il est corrélatif de moi ce que j'appelle la socialisation. Je préfère parler de socialisation des technologies que d'histoire des technologies. Vous savez, l'histoire, ça a tendance à fossiliser les choses. Depuis longtemps, on sait que les instruments technologiques nous modifient en même temps que nous les créons et que nous les modifions. Donc quand je vous parle de socialisation, ça veut dire qu'il y a une interaction entre nous et eux qui font que ça modifie nos comportements tout en provoquant cette espèce de boucle récursive que nous allons modifier les applis en même temps qu'on modifie nos comportements, etc., etc. Donc c'est pour ça que je parle de socialisation. Et donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si la connexion, si l'Internet fixe, pour faire simple, est totalement banalisé, devenu ambiant, l'usage qui s'est le plus répandu sur les 5 dernières années, c'est l'e-administration. En gros,
les efforts des portails, la CAF, la sécurité sociale, les portails handicap, etc., ont subi une politique massive, etc., etc. Donc effectivement, on va dire, pour faire simple, on est de plus en plus nombreux à être contents. Je ne sais pas si content c'est le bon mot, mais enfin, avoir intégré qu'on peut faire sa déclaration d'impôt et prendre ses billets de train sur Internet. Sauf que, en même temps, ça va créer une polarisation sur ce qu'on appelle le non-recours au droit. Vous êtes tous au courant de cette problématique. Cette administration électronique va provoquer une stigmatisation des publics les plus vulnérables. Provoquant une stigmatisation des publics les plus vulnérables, ça les rend visibles. Et en fait, on se retrouve avec un retour finalement de la fracture numérique, mais qui est due à la socialisation de l'e-administration. C'est-à-dire que c'est pas... voilà. Et voilà, ensuite, je reprends ce que je disais tout à l'heure, ensuite c'est utilisé ou non en fonction d'un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts des usagers. Donc je reprends ce que je disais tout de suite sur la question finalement des exclus du numérique. Il y a pour moi trois catégories. La première catégorie, c'est les zones blanches. Alors là, je suis au top avec les gilets jaunes. On va voir que je ne m'attendais pas à ce qu'elles remontent comme ça. Qu'est-ce qu'ils racontent sur le plan numérique, les gilets jaunes ? Ils racontent que finalement, dans un certain nombre de territoires, Orange n'entretenant plus les routeurs 512, on se retrouve avec des pertes de connexion, comme pour les trains, comme pour les routes, on se retrouve avec un aménagement du territoire numérique, au sens physique du terme, qui est profondément inégalitaire. Je suis sollicité très régulièrement par les assos numériques rurales, qui parlent plutôt de l'Internet rural. Et en fait, on assiste à une régression et donc à une augmentation des zones blanches qui est corrélée par un certain nombre de travaux, dont les nôtres, sur le fait que finalement, les vrais contrastes en termes de connexion, c'est les hypercentres et l'ultra-rural. Les hypercentres, toujours plus de fibres, toujours plus de 4G, etc., etc. L'ultra-rural, toujours moins de fibres, enfin pas de fibres, et moins de 4G. Entre les deux, vous allez vous retrouver avec une espèce de perméabilité entre le périurbain et le périrural, voyez, où on va avoir des territoires qui, en fonction du projet politique numérique local, vont avoir des comportements plus près de l'urbain ou plus près du rural. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, toute chose égale par ailleurs, un centre social qui secoue ses élus, je ne donnerai pas d'exemple, mais je pense qu'il y en a un pas loin, peut avoir un projet numérique qui compense ces inégalités d'accès au numérique. Pourquoi ? Parce que ça va devenir un enjeu politique local, ça va être porté, etc. On a plein d'exemples, on a étudié particulièrement la Basse-Normandie, la Bretagne et l'Aquitaine là-dessus. On a plein d'exemples de communautés de communes ou de petits territoires qui sont, on va dire, très dynamiques, pas hyper connectés, mais très dynamiques sur le plan de l'animation autour du numérique, avec le territoire d'à côté qui est en pleine déshérence. Donc vous voyez, on est vraiment... il faut remettre en cause cette question d'identification des territoires périurbains, rural ordinaire, on va dire, et regarder finalement les territoires numériques là à l'aune des projets qui sont portés plus ou moins de manière forte. Les élus locaux ont une importance absolument fondamentale là-dedans, et en gros c'est eux qui ouvrent ou qui ferment, et vous allez vous retrouver avec le collège connecté qui va bien, le Fab Lab qui va bien, etc., etc., là où juste à côté rien ne va se passer, et c'est voilà, encore un facteur d'inégalité. Donc vous voyez bien que la première inégalité qu'il faut prendre en compte, c'est une question de politique publique et d'aménagement du territoire. Vous faites de la médiation numérique faites de la médiation numérique tant que vous voudrez. Je veux dire, la condition première de la médiation numérique, c'est d'avoir accès au numérique. Donc voilà, sur un territoire sinistré, c'est très compliqué. Et on n'en parle jamais. Enfin, je ne sais pas si vous... Voilà. Moi, c'est ce que j'entends aussi dans l'absence des services publics dans le discours des Gilets jaunes. C'est aussi quelque chose de l'ordre de l'accès public à Internet. Vous savez que dans plein de régions, on a supprimé les espaces publics numériques sous prétexte que tout le monde était connecté. Ben, c'est pas vrai. Voilà. C'est vraiment. Je ne dirais pas qu'on n'en parle jamais, parce que nous, on a fait une conférence avec des techniciens de Sivom qui organisent l'accès de la fibre. Et la première réaction des techniciens, ça a été de dire l'autoroute passe, les péages sont pas là, et en fait, ça change rien.
Donc, mais leur réaction, c'était surtout de dire qu'aujourd'hui, le mouvement politique, lui, il est à 10 000. C'est-à-dire que ni dans l'usage de nos élus, ni dans l'approche en fait de cette réalité-là. Donc la fibre, ça fait rêver, les entreprises ont besoin du gros débit, donc on est sur plutôt l'économique. On revient toujours plutôt sur un intérêt économique ou d'emploi, mais peu finalement sur l'accès population. Alors, dans ce que tu dis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est même pas de l'économique. C'est-à-dire qu'on est sur l'imaginaire de l'économique. C'est un peu la manipulation je vous ai pas dit ça, je peux pas tout vous dire non plus, mais il y a un certain nombre d'entre vous qui avaient un certain nombre d'heures de vol, on va dire. Moi, j'ai peu connu la grosse informatique. Je suis plutôt de la génération de l'arrivée de la micro-informatique. On va avoir le multimédia qui arrive, on va avoir l'Internet qui arrive. Ensuite, on va se vautrer dans les acronymes. Le plus intéressant, c'est NTIC quand même. Nouvelles technologies de l'information et de la communication. On est dans les années 90. Elles étaient nouvelles, NTIC. Elles étaient nouvelles par essence. Et il y a 4-5 ans, on voit arriver le numérique. Et en fait, qu'est-ce qu'il décrit, le numérique ? C'est que ces technologies de l'information et de la communication sont devenues ambiantes et que maintenant, on est en train de parler culture, imaginaire, accès aux droits, etc. etc. Et sur les questions économiques, ce qui fait rêver les élus, il est à cette hauteur-là. C'est-à-dire, c'est pas le ultra haut débit pour faire, je sais pas moi, de la manipulation d'images pour la recherche pour le cancer. C'est juste que j'ai besoin d'avoir le ultra haut débit. Et aujourd'hui, vous devez entendre ce vocabulaire. Ils sont tellement finalement en manque de transformation de vocabulaire permanent qu'ils sont en train de nous parler de la digitalisation. Or, digital et numérique, c'est juste la traduction. Et je vous raconterai l'histoire de l'atelier Google tout à l'heure. Ça fait vraiment sourire, sauf que c'est en même temps excessivement contraignant. C'est-à-dire que là encore, ce que je disais sur la fracture numérique tout à l'heure, il faut probablement maîtriser cette langue en sachant qu'il y a des endroits, si tu veux faire passer des vrais projets sociaux, il faut maîtriser un bout de cette nouvelle langue parce que sinon tu passes pas, quoi. Ou tu passes pour un vieux barbu chevelu, mais bon, ça me pose pas de problème, moi, mais voilà. Voilà, on va vous traiter immédiatement de passéiste, etc. Alors je finis sur mes catégories peut-être. Deuxième catégorie qui est finalement la plus connue, c'est, on va dire, pauvreté, précarité. C'est vrai qu'on est probablement autour d'une fourchette qui serait de 3 millions à 4 millions de personnes. Probablement pas 5, mais voilà, après il y a des personnes invisibles. Moi j'ai découvert l'ampleur de la catastrophe sociale dans l'Aude hier autour des gitans. Donc il y a des publics qui sont vraiment invisibles et qui sont vraiment en pauvreté, précarité, qu'il faut prendre en compte dans la diversité de leur situation et on va dire en respectant les territoires, exactement l'inverse de ce que fait Emmaüs Connect, mais on en reparlera tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a d'autres solutions vis-à-vis de ces publics que des solutions situées, ancrées sur les territoires. Je ne vais pas, ça vous paraît évident, hein, mais c'est pas le cas, parce que je vous rappelle qu'il y a des gens qui vendent des solutions pour tout le monde, en ligne, pour lutter contre la fracture numérique rurale, c'est intéressant, ces solutions en ligne, vous voyez, et ces solutions pour tout le monde, enfin, quoi de commun entre nos personnes âgées isolées des montagnes noires du centre-Bretagne, des gitans sédentarisés de force avec énormément de problèmes d'illettrisme, de l'Aude? Rien. Enfin, rien. Il suffit de faire un peu d'éducation populaire ou d'éducation spécialisée pour se rendre compte qu'on ne va pas mobiliser ni les mêmes compétences, ni les mêmes environnements, etc. Vous savez ça dans les centres sociaux. Donc, il n'y a pas d'autre solution que locale, ancrée sur des réseaux qui font résonner le territoire. Et bon, voilà, il n'empêche que ce n'est pas un petit sujet non plus. C'est-à-dire qu'ils sont quand même très nombreux. Et il y a une troisième catégorie. Avant d'attaquer la troisième, parce que je vous fais parler, puis si vous voulez boire quelque chose, c'est toujours possible. Ça va, pour le moment. Et puis pour les questions, parce que je ne l'ai pas précisé non plus, on vous présente l'ensemble des interventions, notez-les, et en fin de matinée, ça sera libre
de poser les questions que vous voulez. Alors, la troisième catégorie, c'est ce que j'appelle les déconnexions volontaires et involontaires. Il s'avère que il y a 4-5 ans, un collègue des Hautes-Pyrénées, qui est à l'université de Pau, qui s'appelle Francis Jory-Guibéry, a commencé à identifier un mouvement chez les jeunes de déconnexion volontaire. Alors, il a étudié ça dans le Larzac, ça va vous parler pour certains d'entre vous, dans le Larzac, dans les Hautes-Pyrénées, etc. C'est des jeunes plutôt très engagés, ultra écolos, zadistes, enfin, vous voyez, ce type de profil, en sachant que dans les mêmes catégories idéologiques, vous avez des ultra-geeks. Les Anonymous sont peut-être pas très très loin de cela, mais eux, ils ont choisi, entre guillemets, le parti du numérique. Les autres ont choisi le parti de s'extraire du numérique. C'était un tout petit phénomène. Je commence à les voir en cours de fac en première année. Ils viennent à un cours sur les cultures numériques, et ils me disent, moi, j'ai pas d'ordinateur, voilà. Et je trouve que, voilà, c'est intéressant parce que, je veux dire, c'est pas le Larzac, quoi, c'est Rennes. Donc, il me semble qu'il y a un processus là qui est en train de se jouer, peut-être des déconnexions qui sont volontaires et qui s'affirment sur le plan idéologique dans une partie de vie, une modalité d'engagement, c'est peut-être pas définitif. Leur caractéristique, c'est de tous être à l'aise avec les technologies. Donc c'est pas... Il y avait un collègue d'Angers que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bertrand Bergier, qui a écrit il y a 2-3 ans un bouquin sur qui s'appelle Pas trop cathodique, pas très cathodique, qui est, parce qu'il est de la catho en plus, c'est drôle, qui est sur les non-usagers de la télévision, et il dit que tous les non-usagers de la télévision ont un rapport à la télévision. Donc là, c'est des connexions volontaires, ils ont un rapport au numérique, et ils l'étayent. Enfin, il l'étaye avec ça coûte cher, c'est le mal, c'est l'économie de l'attention qui aliène tout le monde, etc., etc. Tout un tas d'arguments qui vont rentrer dans une autre catégorie, et celle-là, je vous demande vraiment d'y faire attention, c'est ce que j'appelle les déconnexions volontaires discrètes. Celles-là, les premières, c'est les déconnexions volontaires manifestes, c'est-à-dire qu'elles s'expriment comme ça. Et c'est quoi les déconnexions volontaires discrètes? C'est tous ces gens qui vont aller voir les syndicats et dire, moi, je veux une charte de déconnexion le week-end, je veux une charte d'utilisation du mail, je n'en peux plus de recevoir 150 mails à longueur de temps, je veux plus être joignable par le téléphone professionnel en dehors, enfin, je veux avoir le droit de l'éteindre en dehors de permanence, etc. Tout petit phénomène il y a 2-3 ans, phénomène qui est suffisamment important pour qu'on soit sollicité, pour que les chercheurs soient sollicités par les syndicats qui sont complètement dépassés par le sujet. C'est-à-dire que là, il y a de plus en plus de gens. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est absolument pas, on va dire, de la fracture numérique, presque image d'Épinal, les pauvres, les nécessiteux, les handicapés, etc. C'est la plupart du temps plutôt les familles, plutôt des actifs, voire des suractifs, etc., qui se disent trop c'est trop, et qui commencent à rentrer là-dedans. Alors vous allez aussi les retrouver autour des questions de protection des données. Autour des questions d'éthique, sur l'intelligence artificielle par exemple. Et ça, c'est un phénomène de société qui est assez récent et, à mon avis, qui concerne directement la médiation numérique. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce qu'on peut déjà faire des liens avec d'autres mouvements nous, on travaille sur l'analyse sociotype. Depuis le début, il y a quelque chose qui me... Vous restez... 99% convaincu que pour vous, le numérique, c'est forcément avec Internet. Moi, je connais un peu des gens qui sont dans des milieux ou en montagne ou autre, et qui différencient énormément le numérique et le web. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas du tout pareil. Enfin, pour moi, c'est pas du tout pareil. Donc, il faut que je vous raconte mon histoire de l'atelier Google. Je ne suis pas convaincu, j'objective.
Mon boulot de chercheur, c'est d'abord sur moi. Je suis comment dire, je suis de la première, je suis un des plus vieux de la génération Y. Je suis un geek invétéré, j'adore ça depuis des années, etc. J'ai la totale de la culture numérique de Star Wars au jeu de rôle. Enfin bon, il y a aucun problème là-dessus. Mais comme chercheur, je me soigne en fait. Et rien de mieux que se soigner que d'objectiver les choses avec, on va dire, à la fois des données un peu quantitatives, un peu statistiques, et puis l'analyse des processus. Pourquoi je considère effectivement qu'aujourd'hui nous sommes plutôt dans un numérique qui a comme fondement l'Internet, parce que la socialisation des technologies a amené à 85% d'équipés connectés, a amené une forme de banalisation et d'environnement sur les interactions, on va dire, sociales, administratives, professionnelles, etc., autour de l'Internet. C'est ce qui provoque, on va dire, je sais pas, est-ce que vous avez vu Moi Daniel Blake de Ken Loach? Alors, je vous conseille d'aller voir ce film. C'est un film de Ken Loach sur un chômeur anglais. Voilà, et il y a une scène absolument saisissante. La dame du pôle emploi anglais est prise par autre chose et elle lui dit c'est très simple, cliquez avec la souris dans le haut de l'écran. Il prend la souris, il la met dans le haut de l'écran. Et donc j'ai vécu ces périodes de pré-Internet, et effectivement, avant que les ordinateurs soient connectés les uns avec les autres, ça se présentait de manière beaucoup plus différente. Je ne sais pas si pour ceux qui ont connu cette période-là, on avait à disposition 8-10 systèmes d'exploitation, une quinzaine de marques d'ordinateurs. Si on voulait faire communiquer les uns et les autres, tout le monde râlait parce que c'était très compliqué, mais rien n'était compatible avec rien, et fallait bricoler. Si je vous dis que dans une partie de mes théorisations sur l'usage des technologies numériques, le bricolage est absolument central. Ce qu'écrase, c'est pas Internet. Relisez, l'année dernière, Tim Berners-Lee a fait une intervention au colloque mondial du W3C, de la réunion de l'Internet, où il dit 3 choses absolument fondamentales. Ce qui pollue l'Internet, pour lui, l'Internet est un projet, d'émancipation des peuples, est un projet, voilà. Ce qui pollue l'Internet, c'est les GAFA qui le font, hein, mais ce qui pollue l'Internet, c'est 3 choses. La première chose, c'est le piratage systématique de toutes les données, le modèle de piratage voilà, qui est devenu le modèle économique dominant de Google, Facebook, Amazon, etc. La deuxième chose, c'est l'accointance du marketing et du politique. C'est-à-dire que dans l'économie de l'attention, c'est cette sollicitation permanente que l'Internet provoque à partir du moment où il est partout, sur les portables, sur les tablettes et sur les ordinateurs, voire dans les voitures. Cette accointance politique, et on le voit avec l'influence des réseaux sociaux dans les dernières élections américaines, entre autres, enfin, c'est vraiment très important. Et ensuite, les questions éthiques. C'est-à-dire qu'on est aussi sur une évolution de tout ça. Aujourd'hui, on est en train de nous bassiner avec l'intelligence artificielle. Mais je vous rappelle que l'intelligence artificielle, elle date de l'entre-deux-guerres, que c'est Turing qui a commencé à la développer. La racine même de l'intelligence artificielle, c'est la machine de Turing, c'est ce travail-là. C'est encore un effet de mode. Donc, il faut recaler ça. Oui, il y a des gens qui pensent que le numérique, c'est autre chose. Et ben, cette autre chose, moi, j'appelle ça l'informatique. Je peux appeler ça le multimédia. Je peux appeler ça l'intelligence artificielle. Je peux appeler ça la programmation. Avec le terme numérique et digital, on passe à autre chose. Alors, je vais vous raconter l'histoire de l'atelier Google. Donc, l'atelier Google à Rennes, c'est simple. Macron rencontre les GAFA en février dernier. À la sortie, Google fait 2 annonces fracassantes. La première, c'est on va installer un centre de recherche Google sur l'intelligence artificielle sur le plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, c'est Polytechnique, vous voyez, les millions d'argent de Sarkozy pour les... Voilà. Bon, déjà, ça pose
une question, que les Californiens débarquent dans un des lieux où l'investissement public a été le plus important. Et deuxièmement, on va installer un atelier Google, première mondiale, un atelier ouvert au public pour lutter contre la fracture numérique au centre-ville de Rennes. En gros dans mon jardin. Alors pourquoi Rennes? Parce que la Bretagne a une histoire numérique, le Minitel à Rennes dans les années 80, et je pense que dans la stratégie Google, s'ils s'installent à Rennes, ils pourront s'installer n'importe où derrière. Enfin, ils pourront s'implanter n'importe où derrière. Il est absolument évident que la fracture numérique n'a rien à voir avec ça. Ils ont acheté un immeuble en plein centre commercial de Rennes, dans une ville, dans une rue passante entre deux magasins de luxe. Vous imaginez que nos jeunes SDF qui sont à 500 mètres de là vont pas y aller. Mais ça a été vendu comme ça, hein. Et les élus de premier rang, maires et compagnie, disent ah youpi, on veut un atelier. On est content d'avoir l'atelier Google à Rennes. Vous imaginez que le nombre d'emplois de Google sur Rennes, c'est quand même pas grand-chose. Mais on va avoir une prise de position des élus. Sauf que ça a secoué tout le monde dans la communauté, et que finalement, la mairie vient de décider de faire passer, la mairie et la métropole de Rennes viennent de décider de faire passer toute son administration sous Quant. Le département s'annonce à le faire, et l'ensemble des universités et des écoles s'annoncent à le faire. Ce qui veut dire qu'ils nous ont tellement secoués que finalement, on arrête de rigoler, on arrête de faire opposition libriste, médiation numérique, hacker, maker. Hein, on est dans des communautés très, très disjointes. Là, on se remet et on est en train de le prendre en compte. Et comme je suis un peu trop connu, donc j'y vais pas. Je peux pas y aller, sinon voilà, je me retrouve coincé. J'y envoie régulièrement des étudiants ou des collègues. Donc l'ex-coordinatrice Marsoin y a été avec son sac à dos, un vieux PC. Et elle sort le vieux PC et elle va demander à l'atelier Google de lui installer une Ubuntu, donc la suite Linux, sur son PC. Pas du tout de la provocation. Mais comme elle est absolument charmante et qu'elle peut, elle est désarmante, elle se retrouve née avec une coach. Hein. Alors, chers animateurs, vos principaux concurrents sont des coachs. Alors, les coachs parisiens, parce qu'ils ont recruté personne sur Rennes. Je vous rappelle qu'on a une filière qui forme à la médiation numérique, c'est super actif, qu'avec Barcelone, on est la 2e ville d'Europe en termes de Fab Lab. Enfin bref, il y avait de quoi prendre localement. Ils n'ont rien pris localement. Ceux qui s'occupent de la fracture numérique, c'est Emails Connect, mais on en reparlera tout à l'heure. Ça va devenir un gimmick. Ils ont recruté à l'extérieur et elle s'est retrouvée devant une coach issue d'une grande école de commerce parisienne dont je tairai le nom, bien que non, je suis pas obligé non plus, hein. L'ESSEC. Marc Tahir, ça vous dit quelque chose aussi, non? Voilà. Donc de l'ESSEC qui lui dit mais nous on fait pas ça, nous on fait de la digitalisation. Alors Margot elle répond mais quand même Google c'est de l'informatique. Ah ben nous on fait pas d'informatique. Ils font même plus de numérique. Alors c'est une bonne nouvelle hein, que Google fasse pas d'informatique, c'est une bonne nouvelle. Bien que je suis pas sûr que ça va. Ils font de la digitalisation. Donc Margot a poussé et elle lui a répondu la digitalisation c'est les réseaux sociaux quoi. Donc en fait la seule chose qui les intéresse, c'est de porter au maximum cette économie de l'attention. Je vous rappelle que tout ça fonctionne sur du logiciel libre et sur de l'investissement public, et que c'est la dernière couche qu'ils ont récupérée, sauf que cette dernière couche, elle est captée par des libertariens, la plupart transhumanistes, californiens. Je vous rappelle, puisque vous avez payé aussi, que Mégalist, notre réseau ultra haut débit, nous coûte 2 milliards d'euros, à vous les Ligériens et à nous les Bretons, et que la moitié de la bande passante de Mégalist, comme la moitié de la bande passante du monde, est utilisée par YouTube, filiale de Google. Et donc, on est en train de construire des autoroutes de l'information sur lesquelles il y a des camions californiens qui circulent à longueur de temps. C'est la réalité, c'est-à-dire qu'il faut en parler de ces choses-là, et que ces gens-là payent 2,25 ou 26, je ne sais plus exactement le chiffre, % d'impôts
ce qui est quand même relativement bas. Je ne sais pas ce que vous payez vous, mais bon, c'est quand même, voilà. Et tout ça, c'est pour te répondre à pourquoi je suis focalisé sur la question d'Internet, parce que la question sociétale actuelle qui s'arrime aux inégalités, aux exclusions, et donc, entre guillemets, puisque je vous l'ai dit, à ces questions de fracture numérique, sont des questions qui sont liées à l'Internet, qui sont liées à l'e-administration qui fonctionne sur l'Internet, qui sont liées à l'école, aux environnements numériques de travail qui fonctionnent sur Internet, etc., etc. Je ne dis pas que tout ça ne va pas changer à un moment donné. Pour le moment, c'est notre actualité, un peu cruelle d'ailleurs, parce que pour y résister, faut être... Voilà. Vu l'annonce de la contrainte digitalisation totale en 2022 par l'État, ça m'étonnerait que ça change tout de suite, quoi. Digitalisation totale, on rêve. Ah oui, mais en tout cas, c'est ce qui est affiché, ce que les administrations nous renvoient quand même assez souvent. Ouais, mais pas à moi, parce qu'ils ont peur. Mais après, ça pose aussi la question, tu parles de transhumanisme, tout à l'heure je parlais de nouveaux sociotypes, tu parles de déconnexion, est-ce que c'est lié à la décroissance? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller sur aussi l'explication de ce que c'est ces mouvements-là, ces tendances-là? Oui, probablement. Enfin, je pense que on a vu, en même temps que Bill Clinton faisait la promotion de l'Internet par le discours sur la fracture numérique, etc. Enfin, je vous rappelle quand même que nous, c'est la période de Lisbonne, c'est la période de l'économie de la connaissance. Tout ça partant d'un ouvrage de Pierre Lévy, un rapport à la Commission européenne de 93, publié en 95. Vous voyez, on est dans des temporalités qui sont toutes petites. Et en fait, on continue à les porter comme ça. Dans le bouquin de Lévy, qui va servir de base à ce qui va devenir le contexte de Lisbonne, la libéralisation de l'école, la libéralisation de l'université, etc., on voit une espèce d'image mais complètement fantasmée de l'évolution de l'Internet. Lévy, il écrit que dans les années 2000, il n'y aurait plus de problème de guerre parce que la cyberdémocratie aurait remplacé la démocratie, qu'il n'y aurait plus de problème de faim parce que les biotechnologies aidées par l'Internet auraient remplacé toutes ces agricultures, qu'il n'y aurait plus de problème écologique parce qu'on se baladerait tous en patin à roulettes électriques dans les... J'exagère à peine, hein, relisez le texte. Et c'est un rapport très sérieux fait par un groupe de scientifiques, etc., etc. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et en même temps, la démocratie américaine a ses secrets-là assez étonnants. En même temps, l'administration du même Bill Clinton a démantelé Microsoft. Enfin, c'est l'époque des procès à répétition sur l'abus de position, le monopole, l'abus de position dominante, etc. On a forcé le gouvernement irlandais à payer ses dettes à Apple. Je pense quand même qu'il faut regarder de très près ce que font Google, Amazon et Facebook. Parce que ces gens-là, à mon avis, sont très très dangereux pour la démocratie. Les industriels, on va dire, presque historiques, enfin IBM a changé son fusil d'épaule de sa position ultra dominante des années 60 à aujourd'hui. Ils font autre chose. Et je pense qu'il y a des industriels, tant que les gouvernements ne disent rien, leur marché se niche dans les pans entiers de la société que lâche le service public, en fait, ou la délégation de services publics aux associations, aux bénévoles, etc. Et il me semble quand même que il y a de sacrés leviers. On peut arrêter. On l'a démontré. On a pu stopper IBM. On peut faire payer des impôts à Apple. C'est pas aussi difficile que ça. Pour Google, là, on est dans l'actualité, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette polarisation particulière sur l'Internet. Et je pense que c'est vraiment le souci, quoi. Alors, à travers Marsouin, Capacity, ça a révélé Laurent... L'autre basculement et la mise en réseau des ordinateurs, c'est aussi la focalisation sur la question de la donnée et de la surveillance. Oui, c'est aussi ça qui impacte nos démocraties. Donc, c'est aussi ça, cette mise en réseau
qui a vraiment focalisé la question. On parle de l'or noir, hein, d'un nouveau pétrole, qui sont les données des personnes, quoi. Et donc là, il y a aussi un nouvel enjeu démocratique par rapport à ça. Sur le data, effectivement. Et juste pour rebondir là-dessus, la question de remonter aux imaginaires, hein, j'ai pas le temps de faire ça avec vous, mais globalement, ces imaginaires déclenchent des représentations et c'est les représentations qui vont faire que nous pratiquons les technologies. En gros, il faut savoir ce que c'est qu'un ordinateur pour projeter sur un ordinateur ou une tablette ou un smartphone un certain nombre de fonctions qui vont faire qu'on va se l'approprier, l'apprivoiser, etc. Et donc remonter aux imaginaires, c'est super intéressant. L'exemple du nucléaire. En France, le nucléaire est porté par un lobby et des lobbies d'ingénieurs autour du CEA qui sont absolument puissants, mais puissantissimes. Regardez les dernières annonces depuis les années 60. Et personne déconstruit cet imaginaire dans la sphère où ils ont besoin d'être déconstruits. C'est-à-dire que le débat public des écolos, etc., vis-à-vis du nucléaire est dans une autre sphère. On est sur la même chose avec les technologies numériques. On sait, pour avoir fait des travaux très très précis là-dessus, j'ai travaillé avec Pierre Musso sur la modélisation des imaginaires pendant plusieurs années, on sait que les imaginaires numériques, ils sont sur une ligne de tension entre émancipation, le fameux village planétaire de Tim Berners-Lee, mais le village planétaire de Tim Berners-Lee, c'est Marshall McLuhan, c'est la galaxie Gutenberg, c'est-à-dire ça s'inscrit dans une tradition intellectuelle des ingénieurs qui n'est pas neutre. Hein. J'utilise très souvent la métaphore Star Wars. Le côté obscur et le côté lumineux de la force, ça traverse les imaginaires technologiques et ça finit par nous retomber dessus. Donc c'est vraiment important. Mais de l'autre côté, il y a 84 et Big Brother. Hein, et c'est la même technologie. C'est-à-dire que technologie de mise en réseau pour le bien commun de l'humanité, etc., ou de mise en réseau pour le bien privé des gouvernements ou des GAFA, c'est une question de débat, de régulation, etc. Et dans l'état actuel des choses, ces débats sont très très vifs. Enfin, Tim Berners-Lee qui prend position, les communautés du libre qui sont là-dessus depuis des années, etc., sont dans des lieux où ils n'arrivent pas sur la place publique, dans l'espace public, pour reprendre à Bermas, comme, on va dire, un certain nombre de grands processus de société ont mis vraiment du temps à se mettre en main. On est peut-être sur la bascule avec la question des lanceurs d'alerte sur la protection et de la vie privée des données. On est peut-être sur une bascule avec le ras-le-bol, on va dire, non plus uniquement des surexclus, etc., mais on voit bien que ça commence à prendre du côté des classes moyennes, etc. On est peut-être dans une limite avec la perméabilité vraiment devenue visible entre le marketing politique et le marketing industriel, enfin le poids des Facebook et autres Google dans les élections. Bon, je l'espère, mais clairement, les débats, les alternatives sont posées. Pour le moment, pas encore dans les vrais lieux. On discutait tout à l'heure du numérique en commun à Nantes. Ça débat à l'intérieur de la communauté médiation numérique, évidemment de tout ça. Maintenant, je vous garantis que quand je monte au ministère, et à plusieurs ministères, je suis assez souvent le seul représentant des usagers. Parce que monsieur le conseiller du ministre, polytechnicien, fils de polytechnicien, petit-fils de polytechnicien, dialogue avec son collègue qui représente Orange, polytechnicien, fils de polytechnicien, etc. Dialogue avec le type qui représente l'ARCEP, qui est « Ah tiens, c'est marrant, celui-là, il est aussi polytechnicien ». Et ça, vous voyez bien que c'est pas du tout un problème numérique. C'est que, bon, j'ai beau râler... j'aimerais qu'on soit plus nombreux et peut-être que le corps civil soit mieux représenté dans ces instances-là. Pourquoi j'épingle Majoubi ? Parce que vous connaissez bien l'effort de Majoubi sur la question de la médiation numérique et de la fracture numérique entre guillemets. Ramenez-le aux milliards d'euros dépensés sur la French Tech. Voilà. C'est dans son ministère, ça, non ? Donc, tant qu'il n'y a pas, on va dire, des signes objectifs de « il prend vraiment ça en compte », c'est un peu compliqué de le croire crédible, quoi.
Voilà. Alors, on a nommé aussi les communs, parce que ça, Oui. ça fera partie sûrement des discussions après. Peut-être revenir là juste sur Capacity, Marsouin, peut-être ce que ça révèle en termes d'usage et peut-être de différence par rapport là aussi à un imaginaire collectif. Tu parlais des jeunes et puis finalement ils savent déjà tout faire avec le numérique et puis on s'aperçoit que non, mais il y a peut-être d'autres enseignements que Capacity peut rapidement. Hein. Oui. Et puis après passer peut-être sur ta notion de la médiation numérique, ça veut dire quoi dans ton approche? Ok. Donc sur Capacity et globalement sur à peu près les travaux Marsouin sur les questions d'inclusion. Donc Capacity, c'est un programme qu'on a co-dirigé avec la Fondation Internet Nouvelle Génération, Jacques-François Marchandise en particulier. On est en train de rendre le rapport qu'on s'arrangera pour rendre public en version auteur et pas laissé sur le site de l'ANR que personne va voir en début d'année prochaine. Mais la FING fait ça assez bien d'habitude, les universitaires moins, les Marsouins se débrouillent à peu près, mais la FING arrive à médiatiser ça. Et je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure uniquement sur les connexions. On voit énormément la prégnance des territoires. Et que, assez clairement, la déclinaison des imaginaires numériques et donc de la capacité d'agir avec le numérique, c'est une question d'échelle territoriale. Donc on va produire, là, il faut nous laisser quelques mois peut-être, un outil à destination des professionnels, y compris de la médiation numérique, de diagnostic ou de moins de bilan du capital numérique territorial. Comme Emmaüs Connect alors. Oui, sauf que non, en fait. L'idée, si tu veux, c'est de ne pas partir sur des données qui soient strictement et uniquement les données INSEE, parce qu'elles ne nous disent rien, même si c'est important pour faire l'introduction d'un dossier. Dans une monographie de territoire, la page sur les données chiffrées, c'est une demi-page au début. Hein. Par contre, quelle est la généalogie des discours autour de l'informatique, de la micro-informatique, du numérique, etc., sur le territoire. Je ne sais pas si vous connaissez tous Michel Briand, élu à Brest. Michel Briand, élu citoyenneté à Brest, c'est 15 ans d'efforts publics local sur le numérique, ça donne, je crois 200, je crois qu'ils en sont maintenant, enfin je ne sais plus le nombre, mais ça donne plusieurs centaines de papis. Et c'est quoi les papis? C'est les points d'accès public à Internet qui ont irrigué les associations, les collèges, les lieux de médiation, etc., avec un service municipal dédié. Vous voyez bien que l'organisation territoriale, si vous ne la prenez pas en compte, en gros, il faut écrire l'histoire numérique du territoire en remontant dans... je vais juste donner une illustration. Quand on était à la fin des années 80, l'une des villes qui était les plus intéressantes à l'époque, c'était, en termes de micro-informatique, c'était Parthenay. Où on est, vous vous rappelez peut-être de ça, où on est Parthenay aujourd'hui, c'est une vraie question. Et la seule chose que nous, on avait trouvé rigolo de faire, c'était d'aller faire un jeu de rôle à Parthenay. Mais on voit bien que c'est des assemblages. Je vais intervenir, on est en train d'essayer de monter un Living Lab, je vais intervenir, un de mes derniers bouquins, je ne sais plus si... Bon bref, j'ai coécrit, je crois il y a 2 ans, un bouquin sur la médiation numérique en bibliothèque avec Agnès Camus-Vignier. Je vais co-intervenir parce qu'on est en train de travailler, le travail social se réveille là. Donc on est en train de travailler à une espèce de laboratoire vivant, un Living Lab, avec le travail social en Bretagne. Je vais co-intervenir avec Gilda Carillo, que tu dois connaître, je pense, qui est un des médiateurs numériques historiques d'une toute petite commune, Saint-Aubin du Pavail, qui est devenu le centre numérique de l'Est du département. Voilà. Mais parce qu'il a rencontré Madame la maire. Et que de son parcours de geek, lui, il y a eu une rencontre qui s'est faite et ils ont révolutionné la médiathèque. Si vous ne prenez pas ces éléments-là en compte, vous ne ferez rien avec les publics locaux. C'est-à-dire que dire
Hier, il y avait l'exemple des gitans. Enfin, Alors, moi, ça m'a choqué parce qu'on ne dit jamais ça. Nous, on dit gens du voyage, etc. Non, les collègues qui travaillent avec les gitans dans l'Aude, ils parlent des gitans parce que c'est les gitans et parce qu'il y a une histoire des gitans et elle est dramatique. Enfin, elle est vraiment dramatique. Et cette histoire dramatique, il me le retourne, non pas sur ce que plein de gens vont me renvoyer sur les minima sociaux, sur le 4e âge, etc., l'accès aux droits et tout ça. Non, il me le renvoie sur l'accès à l'école. C'est-à-dire que ces familles sont dans l'impossibilité culturelle et très très ancrée d'accéder aux environnements numériques de travail, déjà qu'ils ont du mal à envoyer les enfants à l'école, c'est pas la norme. Vous voyez bien qu'on a chaque situation est différente. Donc, ce qu'on va essayer de vous proposer, finalement, c'est pas un diagnostic de chiffres à la Emmaüs Connect, mais c'est plutôt une monographie de territoire, un peu sur le modèle des cartes de controverse, etc. Quelles sont les lignes de tension, où sont les bons acteurs, qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 ou 15 dernières années, des choses comme ça. Parce que rien ne s'invente tout seul, quoi. Très bien. Juste pour régler, tout à l'heure, tu avais vu avec le côté, c'était avec la Cato. Si tu prends Brest avec Briand, c'est quand même la seule ville où tu trouves encore des patronages laïcs. Oui, aussi, absolument. Et c'est pas forcément un hasard. Non, c'est pas du tout un hasard. Il faut que je revienne peut-être sur d'autres éléments qui nous permettent de sortir de Capacity. C'est ce qui expliquait ma partie déconnexion discrète tout à l'heure. On est à peu près, il y a la moitié des gens qui ont été sondés dans l'enquête Capacity. Pour ceux qui ne se connectent jamais à Internet, qui sont fiers de ne pas le faire. Et ça, c'est très contre-intuitif vis-à-vis de tout ce qu'on vient de se raconter sur la nécessité, la pauvreté, etc. Et en fait, on est en train de se dire qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel, c'est la perte de visibilité de la prescription. Alors, ça vous paraît peut-être un peu fumeux, ce que je vais vous raconter. Quand on a une prescription scolaire, on sait que c'est la norme d'envoyer les enfants à l'école. Et puis on a une institution en face de nous, portée par des gens qui s'appellent les enseignants, qui s'appelle l'école. On est d'accord ? Pour la prescription numérique, on a l'économie de l'attention, les réseaux sociaux, etc., Google, Facebook et compagnie, qui n'arrêtent pas de nous percuter. Puis on a un discours flou de l'État sur la nécessité d'aller déclarer ses impôts en ligne. C'est pas obligatoire, on est bien d'accord. Vous pouvez continuer à opter. C'est le... Voilà. C'est le... On va le devenir. Voilà. C'est le peut-être ben que oui, peut-être ben que non qui pose de véritables soucis, parce que si la prescription était claire, si on n'était pas dans un discours qui est un discours finalement globalisant, du yaka faucon, on n'a pas le choix, tout sera numérisé, le discours de l'État 100% en 2000, je sais plus combien, là, en 2022, en sachant que c'est impossible, même les Coréens n'y arrivent pas, et pourtant je vous garantis qu'ils ont mis des efforts. On est dans quelque chose qui fait exploser la prescription. Vous savez très bien que les publics les plus fragiles sont forcément en périphérie de la norme, et que le fait d'être en périphérie de la norme rend encore plus sensible à la clarté de la prescription. Et donc pour les médiateurs numériques, mais plus largement pour les travailleurs sociaux, pour les éducs, pour les animateurs socio-culturels, cette espèce de flou entretenu sur ce que l'on doit faire, ça donne des choses qui sont complètement délirantes. Ça donne des endroits où Pôle emploi va vous obliger à passer uniquement par le portail, à avoir un format, vous êtes tous au courant de ça, à avoir un format de CV où on ne voit plus rien et plus personne, sous d'excessivement bonnes raisons. On va lutter contre la discrimination. Attendez, recruter quelqu'un, c'est pas un processus de discrimination. Enfin, voilà. On se retrouve en fait dans des situations d'injonction paradoxale permanente, desquelles les plus fragiles sont les plus sensibles. Alors, j'ai peut-être oublié de vous dire un élément vraiment important de l'approche théorique qu'on développe et qui va structurer Capacity. C'est que nous ne mélangeons plus depuis une dizaine d'années maintenant, parce que c'était la foire d'empoigne dans les années 2000 entre tous les chercheurs de marsouin, personne ne donnait la même définition à usage. Alors on a fait un séminaire complet,
On a travaillé dessus en collectif, et maintenant, on est capable de vous dire qu'on sait ce que c'est que les usages. Alors, c'est à prendre ou à laisser, c'est notre manière de voir les choses, mais ça éclaircit beaucoup, beaucoup le débat. Les usages, c'est pas les pratiques. Les usages, c'est pas l'utilisation. Les usages, c'est pas toute la sphère, on va dire, des collègues de psycho cognitive avec utilisabilité, utilisation, etc., etc. Les usages, c'est des normes. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que les usages ? C'est à partir du moment où de grands collectifs, c'est des ensembles de pratiques socialisées, où de grands collectifs adoptent des comportements qui sont des comportements qui vont faire norme vis-à-vis des technologies. Facebook est aujourd'hui la norme du réseau social numérique. C'est pour ça que les adolescents n'y vont plus. Ou ils sont encore là, mais comme il y a papa, maman, tonton, tata, etc., ils vont avoir une image correcte, ils vont faire leurs conneries sur Snapchat. Voilà. Donc vous voyez, ces histoires de normes sont à la fois très très puissantes et contraignantes, et en même temps, il y a un jeu entre les normes sociales ordinaires. Les adolescents continuent à se socialiser, les adolescents continuent à avoir des rapports de genre, les adolescents continuent à avoir des rapports au savoir qui se construisent, mais ces normes numériques influent tous ces rapports-là, autant que la déclinaison locale de toutes ces normes, on peut reprendre les gitans, influe la manière dont ils vont être percutés par les normes numériques. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ça permet de se distancier soi-même du truc. Et vous savez où on a réussi à nicher ça. Et la plus belle des démonstrations, c'est je suis pour ou contre. Alors moi, je suis pas très Facebook. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ces normes sont tellement puissantes qu'on les intègre, y compris dans notre vocabulaire. C'est vieux, ça. Ça date d'avant l'Internet. Mac ou PC. Bon, c'est passé sur Samsung et iPhone. Hein, on était Mac ou PC, puis il y avait la troisième catégorie du libre. On a tendance, alors que, enfin, vous êtes pour ou contre votre frigo, vous, voilà, c'est bon. Et en fait, il suffit de réfléchir un peu pour se rendre compte qu'effectivement, elle joue le rôle de norme. C'est très étayé, hein, ce travail-là est vraiment très très étayé, et que nous réagissons par rapport à ces normes qui sont finalement des normes symboliques, et que les populations ne sont pas à prendre de manière, le grand enseignement de Capacity, c'est qu'on ne peut pas faire les pauvres, les classes moyennes, les riches, sauf peut-être les riches. C'est pas notre spécialité, donc je ne dirai rien dessus. Mais en tout cas, du côté de la population, le rapport aux normes numériques est très situé dans des territoires, dans des traditions culturelles et dans des expériences personnelles qui font que vous allez pouvoir mobiliser ou non le pouvoir d'agir avec le numérique, et ça redonne son sens premier à l'empowerment. Vous savez qu'il y a deux origines de l'empowerment, une origine sociale et plutôt européenne de cette notion d'empowerment, de capacitation, comme diraient les Espagnols. Alors nous, on parle de pouvoir d'agir, c'est plus ou moins bien traduit, mais tout ça, c'est la même galaxie, on va dire, conceptuelle. Il y a une origine sociale très ancrée en Europe qui va se développer aussi autour de Paulo Freire, de l'éducation populaire latino-américaine, qui est finalement la puissance du groupe qui porte le sujet, qui porte l'émancipation du sujet. Hein, c'est le théâtre des opprimés. C'est bon, vous voyez bien, on est quand même dans des traditions qui n'ont rien de numérique et qui ont 50, 60, voire 100 ans d'origine. Et cette interprétation de l'empowerment par le modèle californien, par les libertariens californiens, les années 70 ont accouché quand même de deux tribus très très différenciées. Les libertaires européens et les libertariens californiens ont quand même des différences idéologiques un petit peu centrales. Et dans ces différences idéologiques un petit peu centrales, pour les libertariens, c'est la liberté du sujet, la liberté de l'individu qui est première. Ce qui veut donc dire que tu peux t'amuser à faire la course contre la mort, ce qui est un des objets des transhumanistes, Google, Amazon, Facebook, en considérant que ta planète est un terrain de jeu. Ce qui est quasiment... c'est Mozorov qui écrit vraiment le plus là-dessus. Je crois que le titre de son article, c'est les GAFA n'ont pas le temps de s'occuper du reste du monde parce qu'ils sont dans un micro-territoire, dans une artificialité complète. J'ai lu plusieurs thèses pour avoir été dans leur jury de gens qui se sont immergés à San Francisco.
personne n'a parlé du caillassage des Google Bus par les populations. À San Francisco, vous trouvez dans plein d'endroits un des slogans les plus connus aujourd'hui on va dire l'underground des gens mobilisés, qu'on qualifierait de zadistes voilà, chez nous, c'est Queers Hate Technies. Les queers, c'est, vous savez, la défense des minorités sexuelles. La défense des minorités sexuelles comment dire, on va dire, envahi et devenu le symbole de la défense de toutes les minorités. Donc on va dire que les latinos, les blacks, etc., se retrouvent là-dedans. Et Technies, c'est pas... ils ont plein de Fab Labs, ces gens-là. Hein. Ils ont des hackerspace partout à San Francisco. Les Technies, c'est les Technies de la Silicon Valley. Et on est quand même... On regarde jamais ça. S'ils ne sont pas capables, on va dire, d'arroser la richesse de la Silicon Valley sur la plus grosse ville qui est juste à côté d'eux, vous imaginez quelles sont leurs intentions vis-à-vis de la planète. Donc il y a quelque chose là qui est vraiment important. Et donc la capacité de résistance, elle se crée probablement à l'échelle des territoires, à l'échelle des bassins de vie, et dans la mise en réseau de ces territoires et de ces bassins de vie, d'où l'importance probablement des réseaux de médiation numérique et du travail en commun sur les médiations numériques qui remplacera jamais l'inscription territoriale. Enfin, c'est pas la même chose. Mais clairement, on n'est pas en position de débattre avec eux au niveau national et encore moins international tant qu'on ne se sera pas fédéré, organisé sur les territoires. Alors ça me permet une transition. On est à la fin de cette intervention-là, mais après, Pascal est là toute la journée et aussi cet après-midi, donc vous pourrez aussi discuter en direct, sachant qu'on va faire questions-réponses tout à l'heure. Il y a des acteurs voilà, qui se structurent. On va en voir un à travers